La conférencière qui va venir, j'ai fait sa connaissance lors d'un de ses ateliers de créativité, ce qui, d'après moi, est un de ses points forts. Et puis, dès que j'ai fait sa connaissance, je me suis dit, il faut absolument que je la fasse connaître. En tout cas, dans son accompagnement, on va dire, à se révéler sur le plan professionnel. Et puis, je lui ai trouvé assez rapidement pas mal de clients. Il faudrait que je lui demande d'ailleurs des royalties. J'ai complètement oublié. Vous m'y ferez penser, hein, ça va. Et je dirais rebelote. Rebelote après avoir contribué à la faire connaître un peu localement par rapport aux conférences. Pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment des choses, des pépites à vous partager. Et voilà pourquoi je l'ai poussé sur le devant de la scène et à venir participer aujourd'hui à cette belle journée Libère-toi un max. Cette personne, elle se prénomme Priscilla, et en même temps elle se définit comme étant révélatrice d'identité professionnelle. Pour moi, elle est surtout révélatrice de votre diamant intérieur. Et c'est exactement ce qu'elle va vous partager dans sa conférence. Je vous prie d'accueillir, comme il se doit, Priscilla Alliot. Ah, Priscilla. Priscilla. Oui. Hein? Priscilla. Ben, Priscilla, tu es là? Excuse-moi, j'étais en retour au spa. Ça me calmer. Ouais. Bon, parce qu'en fait, pour vous dire, Frédéric a un problème, d'accord? Il a un gros problème, parce que c'est gentil là, c'est gentil. Mais on est dimanche. On est dimanche. Il n'y a qu'à moi que ça fait ça là. On est dimanche et il est 17h. Frédéric, ça ne va pas du tout. Non, mais parce que là, vous la sentez, vous aussi? Enfin, vous l'avez, ou vous l'avez peut-être vécu, cette angoisse-là. Vous savez, là, cette boule, le dimanche soir, là, qui vous prend aux tripes. Je suis sûre que vous l'avez déjà senti. Il y en a peut-être qui l'ont encore. Vous savez, alors là, 17h, parce que c'est gentil, hein, moi, à 17h, Frédéric, j'ai encore les devoirs des enfants à faire. Comme d'hab, ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas préparé leurs devoirs. Le dimanche soir, 18h, on finit les devoirs. On fait à manger. Et puis après, la pire heure. Dimanche, 21h, je m'assois sur mon canapé et j'attends le feuilleton sur TF1. Alors, dimanche, 21h, l'angoisse. Et puis arrive le lundi matin. Alors là, le lundi matin, on en parle du lundi matin? Alors le lundi matin, le moment où je vais au travail, j'en ai partout. J'arrive au travail. Vous savez, ce réveil très difficile du lundi matin. Vous arrivez au travail, cette démarche très lente, comme si que vous vous rendiez à l'abattoir. C'est à peu près pareil. Ça vous prend là, et vous dites non mais c'est pas vrai. C'est reparti pour la semaine quoi. Puis j'arrive au bureau, je me dirige difficilement devant mon ordinateur, et là j'y vais. Et là je vois le dossier de Madame Carion posé à côté de moi, qui me prend la tête depuis 3 semaines. Et puis là j'ai la réunion brainstorming à 9h30 avec le patron et les 3 camplins du service comptable. J'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire. Puis ça c'est lundi. Mardi, on en parle du jour du mardi. Ce mardi là, on va dire qu'il sert un peu à rien le mardi. Il se passe rien le mardi. Vous en êtes rendu compte? Ce mardi là, il y serait ou il y serait pas dans la semaine, c'est la même. Bon, le mardi, on va dire qu'il sert juste à se dire lundi c'est fait. On check sur le calendrier. Comme un peu quand on est en prison. Puis après arrive mercredi. Alors là, mercredi, on se dit, pour certains, c'est milieu de semaine, ça va. Alors pas pour moi.
Mercredi, je me dis c'est milieu de semaine, mais il m'en reste encore 2 jours. Hein. Et puis en plus, moi, je me suis fait avoir. Hein. J'ai demandé le mercredi après-midi. Alors le mercredi matin, je suis au bureau, je cours. Mercredi après-midi, eh ben j'ai les enfants. Et là, c'est parti pour courir à droite, aller ramener Paul du stade de foot. Capucine, qui revient de son équitation. Et puis le soir, je vais faire les courses. Alors le jeudi, ça va un peu mieux. Le jeudi, on se dit, il reste 1 jour à faire. Alors jeudi soir, on s'octroie, on est d'accord, souvent un petit apéro ou un dîner entre amis. Bon, pas trop tard, parce qu'il reste encore vendredi. Et puis, le vendredi, alors là, on y va avec une autre démarche. C'est un peu plus cool, un peu plus sympa. Puis le vendredi, on va être tous d'accord, hein. On va pas se mentir entre nous. Le vendredi, à partir de midi, on travaille plus. De midi à 14h, on revient au bureau, on fait un peu du vent, quoi. On est là devant l'ordi, on regarde Zalando pour la dernière paire de chaussures, on se regarde les prochaines vacances qu'on pourrait avoir. Et puis voilà, allez, ça y est, 18h. Libération totale. Alors c'est bon. Hop, j'y vais, c'est mon week-end. Et puis là, samedi et dimanche, je vis. Ça y est, je revis, je vais pouvoir profiter de ma famille, de mes enfants, faire ce que j'aime, mon yoga, aller lire. Voilà, c'est le samedi et le dimanche, c'est le Graal. Et voilà, on a fait 1 semaine. Mais derrière, il y en a 46 autres qui m'attendent. Et puis, je parlais des vacances. Vous savez, ce petit trésor-là, que l'on nous donne au début d'année, qui est très important à nos yeux, même plus important que notre salaire. On en a 5. C'est 5 semaines de vacances qu'on nous donne pour vivre. C'est 5 semaines qu'on nous octroie pour être libre. Et on les compte, goutte par goutte. Et on se dit, il faut que je les optimise un maximum. Et alors, bien sûr, on ne peut pas louper les obligations familiales. Surtout avec la belle famille. Hein. Bon, on est obligé d'y passer. Et puis après, c'est vacances. Alors moi, mon objectif avec cette conférence n'est pas de vous convaincre. Voilà, ça sera plutôt de vous donner à réfléchir. Le principe que j'essaie d'expliquer, si jamais vous êtes tenté d'essayer cette méthode que je vais vous transmettre, cette recette, de la tester, en fait, à la suite, si vous la mettez en pratique, vous ne prendrez plus jamais de vacances de votre vie. Et ouais. Alors vous allez me dire, comment il y a un problème dans l'énoncé. Je ne comprends pas le principe. Ça fait 4 ans que je n'ai pas pris de vacances. 4 ans. Alors vous allez me dire que j'ai un teint très allé pour quelqu'un qui ne part pas en vacances. Ceux qui me suivent sur Internet vont me dire, moi j'ai vu des photos passer. Hein. T'étais pas au Brésil ? Brésil. Même en Italie, il n'y a pas si longtemps. Mais ce ne sont pas des vacances. En fait, j'ai fait un moment un constat, j'ai dit stop. J'en ai marre d'attendre juste ces moments-là pour exister et pour vivre. Être heureuse, ressentir le bonheur et l'épanouissement. Alors j'ai cherché un peu, déjà un peu plus loin, parce que j'aime bien mettre du sens sur les choses, d'aller chercher dans la matière. J'adore l'énergie, la spiritualité, c'est une de mes passions. J'adore chercher. Mais le sens des mots, vacances, vous êtes-vous posé la question, d'où vient ce mot ? D'où vient-il ? Eh bien, au départ, il vient de l'étymologie du mot vacant. Alors, vacant, qu'est-ce que cela signifie ? Le vide. Alors, il y en a qui vont dire, oui, non, ça veut dire libre aussi. Mais pas libre dans le terme que l'on cherche aujourd'hui, de la liberté. Libre, c'est inoccupé. Alors voilà, est-ce que vous avez envie d'avoir 5 semaines seulement dans votre vie, vous allez être inoccupé, vide de sens ? Ben non plus. C'est là que j'ai décidé de ne plus utiliser ce mot-là. Alors après ce constat, j'ai été ensuite chercher un peu plus loin et je me suis dit, ok, vacances, congés payés, tout ça, ça vient de quel monde ? Le monde du travail. Alors, monde du travail.
Alors, je vais faire un petit constat général, parce que c'est aussi bien d'adapter la conférence en fonction des personnes que j'ai en face de moi, selon la situation. Qui, ici, est salarié d'une entreprise? Ok, parfait. Qui, ici, parmi nous, est entrepreneur, a une activité à son nom? Ouf! Ok, je vais adapter aussi la conférence, alors. Super. Qui est heureux et qui, en fait, heureux, mais surtout, vit dans une certaine fluidité, c'est-à-dire une abondance. Que ce soit dans tous les domaines. Hein. Ok, un petit peu moins. Qui a une abondance aussi financière, économique dans son activité, qui lui permet de faire vraiment tout ce qu'elle veut, partir, bouger, dépenser vraiment sans regarder, se dire, bon, j'ai envie de profiter de ça, j'y vais, sans ses peurs. On en a un expert. Ça, c'est super. C'est très intéressant d'ailleurs. Ok, donc on en a beaucoup moins. Alors, on va faire un constat déjà de ce monde du travail. C'est important. Le travail. On va faire un exercice. Je vais vous demander votre participation si vous le voulez bien. Vous allez fermer les yeux et prendre quelques secondes à nouveau pour vous reconnecter au battement de votre cœur. Hein, sentez bien votre cœur. Et puis, une fois que vous y êtes, vous allez répéter intérieurement 3 fois ou 4 fois le mot travail et ressentez la sensation de votre corps. Ok. Est-ce que vous avez ressenti à peu près la même chose que moi? Un sentiment de lourdeur, d'apesanteur, de difficulté. De se dire, bon, pour certains, peut-être c'est un peu moins prononcé. Ça peut être un sentiment quand même, un frissonnement où on ne sent pas cette légèreté, fluidité. De se dire, waouh, je dis travail et là je ressens mon cœur qui bat, qui est là, qui dit, ouais, vas-y, génial. Alors j'ai cherché une explication à ça. Et en fait, tout simplement, donc je vais prendre mes notes pour préciser ça. En fait, la première définition déjà du mot travail dans l'étymologie, je vous lis ce que j'ai trouvé donc, sur Internet. Le mot travail, donc durant l'Antiquité, donc ce terme qui vient du bas latin, vient du mot trépalium, un instrument formé de 3 pieux auxquels on attachait les animaux pour les ferrer, ou encore mieux, pour les esclaves, pour les punir. C'est une bonne nouvelle, hein? J'aime bien ce mot travail. Ensuite, le mot travail apparaît au XIIe siècle concrètement, prononcé comme mot travail, issu du latin populaire tripaliar, signifiant tourmenter, torturer, avec le trépalium, l'instrument que je vous ai expliqué juste avant. Au XIIe siècle, le mot désigne aussi un tourment psychologique et une souffrance physique. C'est sympa, hein? Ça donne envie. Alors, j'étais dans ma chambre, hein, honnêtement, je révisais ma conférence, je m'entraînais devant mon miroir, et là, déboule dans la chambre mon fils de 6 ans. Débarque, il se jette sur le lit, me regarde, faire ma conférence, et puis me coupe la parole. Comme à son habitude, et assez communicatif comme enfant. Alors, il me coupe la parole, il me dit, moi je sais ce que ça veut dire mot travail. Je l'écoute attentivement, je lui dis, bah oui, avec cette fierté, et je m'attendais à quelque chose de super. Il me dit, bon, alors le travail, maman, ça veut dire, eh ben, en fait, c'est quelque chose qu'on doit faire pour gagner de l'argent, pour payer une maison, avoir des objets, manger et survivre. Survivre. Je vous le dis. J'ai eu la même réaction, hein, je vous rassure, en mettant ça maman. J'ai eu une grande peine à l'intérieur de moi. Je me suis dit, non mais c'est pas possible. Moi qui prône les valeurs de faire une activité qui nous épanouit, mon enfant de 6 ans qui vit avec moi tous les jours, qui a traversé les mêmes épreuves que moi, qui m'a vu, qui me voit dans mon travail normalement épanoui, me donne cette définition. Alors là, je peux vous dire, je me suis dit, bon, bah, il y a pas mal de choses à voir alors. Hein. Ça m'a un peu déstabilisée, puis je le regarde et je dis, bon, est-ce que tu peux enrichir ça? Est-ce que tu pourrais essayer de voir autre chose, de percevoir quelque chose? Et bien de suite, il me fait, oui, non, mais en fait, le travail, maman,
C'est quelque chose qu'on fait pour aider les autres. Ah, alors là, je me suis applaudi moi-même. C'est mon fils. C'était une victoire avec moi-même. Donc, ça m'a soulagée. Alors, c'est là que je me suis penchée aussi sur le sens du mot travail, puisque là, je vous ai donné l'étymologie, mais en fait, la définition qui fait que nos enfants encore peuvent croire à cette définition-là, c'est quelque chose qui est dans nos croyances qui se sont installées. Je vous prends par exemple une première définition. Donc, au sens économique usuel, le travail est l'activité rémunérée ou non qui permet la production de biens et de services avec le capital. C'est un facteur de production de l'économie. Ok, bien. Ensuite, une autre. Ensemble des opérations que l'on doit accomplir pour élaborer des choses. Que l'on doit accomplir. Toute occupation, toute activité considérée comme une charge. Je vous promets, je vais trouver dans les définitions de Larousse. Quand même. Allez, une autre. Activité laborieuse de l'homme considérée comme un facteur essentiel de la production et de l'activité économique. Alors, comment voulez-vous qu'avec toutes ces définitions qui nous ont alimentés, on ait vraiment envie, qu'on ressente ce positif, cette envie d'aller travailler? Alors, après cette définition, après ce constat, tout simplement, en fait, ça m'est venu quand j'ai vécu vraiment une partie de crise d'angoisse existentielle que beaucoup d'intervenants ont cité, que certainement beaucoup de personnes ont dû vivre ou se poser ces questions-là. C'était des angoisses vraiment profondes où pendant jusqu'à 2h du matin, impossible de trouver le sommeil. J'en avais les larmes aux yeux. Je pleurais et tellement angoissée, je réveillais mon mari qui dormait depuis 4 heures profondément. Alors bien sûr, elle n'est pas super content que je le réveille. Il me dit qu'est-ce qu'il y a? Et là, de peur panique, à chaque fois, je lui dis non, là ça va pas du tout. Je suis angoissée, j'arrive pas à dormir. Il me dit mais qu'est-ce qui se passe? Je lui dis tu penses jamais à la mort? Tu te poses jamais la question là? Demain, si tu meurs, tu n'existes plus. Là, c'est néant, c'est le noir, je lui disais. T'imagines? Non mais imagine 2 secondes que toi là, ton corps, ce que t'es, tu ne vivras plus jamais ceci-là, ce que tu expérimentes. Je toucherai plus ça, j'existerai plus. Personne ne se souviendra de moi. C'est une fois. Alors lui, très pragmatique comme un homme, qui peut être pas mal hein, comme solution aussi, il me dit non mais c'est bon, rendors-toi, arrête de penser. C'est une solution qui a fonctionné. Pendant quelques temps, j'ai arrêté de penser. Dès que j'y arrivais, je cherchais autre chose, une échappatoire, allez, je pensais à autre chose. Puis jusqu'au jour où c'est revenu, parce que j'ai ce besoin de comprendre la vie. Et c'est quand je me suis posé ces questions que la vie m'a apporté les réponses. J'ai expérimenté des choses pas toujours faciles, comme beaucoup d'entre eux. Et puis je me suis donc penchée vraiment sur le sens de la vie, ce que je venais faire ici. Et dans cette recherche du sens de la vie, on me disait toujours, mais non, mais t'es unique. Alors c'était très vague pour moi. Je dis, ok, unique, c'est joli, mais c'est là que j'ai cherché, j'ai trouvé cette information. Oui, scientifiquement, c'est prouvé. On est unique. On est unique. Notre génome est unique. Vous êtes unique. Donc, je me dis, mais si on est unique, si l'univers nous crée à chaque fois une personne unique différente, c'est bien pour quelque chose. C'est pas juste pour aller travailler pendant 40 ans, avoir un crédit sur 30 ans, après finir à la retraite et dire, alléluia, pour la retraite, j'en parle pas, hein. C'est assez aléatoire. Je pense que, voilà. Et là, arrivé à l'âge de la retraite, c'est dépression, burn-out, parce que cette question n'y a pas répondu. Parce qu'on se demande toujours, mais c'est quoi le sens? Parce qu'après qu'on a arrêté de travailler, de s'acharner, de payer, d'avoir les crédits, etc., les enfants sont à l'université, font leur route, mais je fais quoi? C'est quoi? Alors on se relance dans une seconde activité, on cherche encore peut-être à être salarié, et on peut, soi-disant, ou sinon tomber dans une dépression, parce qu'on n'a pas répondu à cette question. Et en fait, si on y réfléchit bien, on est tous venus chercher la même chose ici. On cherche tous le bonheur, la joie, l'épanouissement et l'amour. On cherche tous l'amour,
Pas l'amour obligatoirement sentimental. L'amour, tout simplement, être aimé et donner de l'amour. Et à travers cet élan de l'amour, on touche du doigt le bonheur. Notre cœur s'ouvre, et plus il s'ouvre, plus chaque jour est épanouissant. Et c'est le cœur de cette conférence. Réussir à avoir ce sentiment d'épanouissement, de bonheur au quotidien. Et je vous le jure, je vous le promets, qu'aujourd'hui, je vis dans une vie où chaque jour, je suis heureuse. J'ai plus ces phases d'angoisse, de lutte, parce que juste les petits soucis, les petits conflits, cette lutte perpétuelle avec un tel, et puis lui, c'est la faute à lui, et puis pas moi. Voilà. Ça, c'est fini. C'est parti. Et mon objectif, c'est de vous permettre aussi, à travers cette expérience que j'ai eue, de vous transmettre la possibilité de vivre ça. C'est tellement bon, je vous promets, c'est tellement bon. Alors, par la suite, quand on a cherché, en fait, on se dit, ok, je vais être heureux. Alors je me suis dit, ok, à quel moment je peux exprimer, sentir ce bonheur? Ben, simplement, c'est quand on est éveillé, quand on est actif, quand on a la capacité d'être en mouvement. Alors j'ai fait le bilan, concrètement, dans une structure, dans la matière, je me dis, ok, de quelle heure à quelle heure? Ben, de 9h, pour ceux qui se lèvent tôt, on va dire 7h. De 7h à 22h. C'est les créneaux que j'ai, avec mon mental, ma capacité physique et mentale, d'agir pour vivre le bonheur. Ok, très bien. Comment elle se décompose cette journée? Comment se décompose ce temps? Ben, vous avez 70% de votre temps qui est dans le secteur professionnel. Sur cette journée, il y a 70% de ce temps-là qui est pour l'activité professionnelle. 30%, c'est pour vous, vos proches, les autres. C'est vous avec les autres. De votre vie personnelle. Donc dans la balance, je me dis que dans l'urgence, c'est bien aussi, donc c'est très important d'agir sur soi-même, sa relation à soi. Et aussi, vraiment, quand on voit que c'est 70% du temps, il y a une urgence de travailler sur son activité professionnelle. 70%. Si 70% de mon temps, je le passe dans le négatif, à être mal et à me dire « ça me saoule », ben on ne peut pas y arriver au bonheur. Ok. Alors c'est là, on se dit « ok, j'ai fait le constat de ça, et j'ai dit « bon, bah vas-y, agis ». Et c'est là d'où vient le terme « entreprendre », le titre de cette conférence. Entreprendre librement pour une vie riche et épanouie. Entreprendre, alors je vais vous rassurer pour tous, l'objectif de cette conférence n'est pas que vous deveniez chef d'entreprise d'une multinationale, être millionnaire, etc. Je laisse ce travail à d'autres sur Internet, vous en avez plein qui vous vendent pour être riche en 48 heures. Ici, on va essayer de comprendre entreprendre. C'est pas l'entreprise, hein. Il ne faut pas faire d'amalgame. Entreprendre, c'est quoi le sens de ce mot? C'est de se mettre en mouvement. Entreprendre quelque chose, c'est commencer quelque chose. Pour agir. Donc, j'ai entrepris. Et en fait, naturellement, j'ai entrepris depuis toute petite. J'ai commencé très tôt. Un peu pour ça que je suis ici, maintenant, et que je vous en parle. Je vois cette petite fille de 12 ans, là. Cette petite fille de 12 ans, je la vois dans la chambre des parents, sur les vieils ordinateurs de l'époque, un gros écran, taper un livre qu'elle avait trouvé dans la bibliothèque, et recopier bêtement un livre sur l'Égypte antique. Et mettre quelques photos, imprimer, et je pars avec ça, je les agrafe et tout, avec un aplomb d'une petite fille de 12 ans qui n'a aucune peur et aucune croyance, qu'il n'y a rien qui la bloque, rien ne la freine. Je ne me suis même pas demandé pourquoi ni comment et de quel était le but, si ça allait marcher ou pas. Je prends ces petites revues que j'avais tapées il y a 1 heure et je fais le porte-à-porte de chez mes voisins dans la rue. Alors je ne vois même pas, je ne me rappelle même pas mes parents où étaient à ce moment-là. Mais alors moi, j'y allais. Je frappe à la porte, bonjour monsieur, alors je viens vous donner ce journal qui sera là toutes les semaines. Aujourd'hui, c'est le thème de l'Égypte antique. Alors il coûte 1 €. Et je vous l'apporterai, celui de la semaine prochaine, c'est sur l'Afrique. Je l'ai vendu, j'en ai vendu. Je suis rentrée à la maison et rebelote, j'en ai refait d'autres.
Voilà, première activité, 12 ans. Et là, c'est parti pour 20 ans. 20 années où j'ai continué à entreprendre des activités qui me passionnaient, en essayant toujours de garder cette liberté des choses, de ne pas me freiner. Alors, mes parents vont vous dire que je suis une kamikaze, une tête brûlée, voire une aventurière, s'ils préfèrent. Je vais dire que je suis une boulimique d'activité. Mais en fait, j'ai bien compris. Quand j'ai réussi à trouver ma voie, ma juste place dans cette activité que j'ai créée, et vers quoi je tends toujours, j'évolue encore, en fait, j'ai compris pourquoi tout ce cheminement, pourquoi j'ai eu la possibilité de faire tout ça, d'entreprendre autant. Le sens de cette conférence. Alors, quand j'ai décidé, en fait, quand je suis partie, un jour, j'allais repartir, j'allais monter encore. Je vous en cite quelques-unes de mes activités pour vous montrer un peu l'étendue. 20 années, 18 activités. 20 années, 18 activités, professionnelles, semi-professionnelles ou associatives. Mais tout ça, je les ai créées. Alors, c'est passé par créer des chorégraphies à l'âge de 15 ans pour une association de hip-hop. J'ai été prof de hip-hop à partir de 15 ans. Ensuite, j'ai aussi créé à peu près 3 agences de communication, un peu éparpillées dans le temps. Et puis aussi, j'ai créé 3 restaurants, un peu partout dans le monde. J'ai créé une discothèque, rien à voir. Oui, j'ai créé une discothèque, il y avait une danseuse et tout ça. Hein. C'est souvent celle-ci que les gens retiennent facilement d'ailleurs. J'ai même créé une entreprise de pièces détachées de moto. Non plus, je ne sais pas pourquoi, mais j'y suis allée. Puis j'ai créé une application de géolocalisation sur le téléphone. Puis sur ce, j'ai créé, partie importante de ma vie, j'ai été prof de salsa, danseuse professionnelle de danse latine. J'ai créé une association, une école de danse de plus de 100 élèves. Et puis j'ai créé un festival récurrent de salsa dans la région du Sud-Ouest, où je me suis épanouie, éclatée. Voilà, entre autres, dans les 18 activités. Et un jour, il y a une jeune fille que j'avais en stage dans une de mes agences qui me dit très clairement « Waouh, mais comment tu fais pour faire tout ça, pour créer des trucs comme ça, sans te poser de questions en fait ?» Là, j'allais repartir, j'avais créé une agence, j'étais salariée, et en plus j'avais une école de salsa, les 3 en même temps, et je bazarde tout, et je lui dis je m'en vais en Équateur pour 8 ans, je pars, enceinte de 3 mois. Je claque tout, et je dis on vend tout, puis on part, et puis je vais monter un hôtel-restaurant au bord de l'océan. Mais comment tu fais? Alors c'est là que je me suis penchée, je me suis remémorée cette question pour cette conférence, et je me suis penchée donc, sur cette thématique des croyances limitantes et des peurs. Alors, il y en a quelques-unes, on va en parler. La première, qui est assez difficile aussi, qui s'installe très tôt, c'est ces croyances liées donc au système éducatif, c'est-à-dire aux parents et à l'école. Alors je jette la pierre à personne, parce que je sais qu'il y a des parents, je suis moi-même parent, mais c'est bien d'en prendre conscience. Je remercie mes parents aujourd'hui, et je fais référence un peu à ce que disait Christine tout à l'heure. Merci maman, merci papa, parce que grâce à vous, je suis là aujourd'hui, et j'en suis arrivée si vite à toucher du doigt cet épanouissement. Alors, en fait, je me suis rendu compte que le poids que pouvait avoir le système éducatif nous déviait énormément de cette voie, en fin de compte, que l'on pourrait toucher très rapidement. Donc, ça se passe par les parents. Pour vous imaginer, moi je suis issue d'une famille qui sont vite décomposées après ma naissance et recomposées chacun de leur côté. Chacun 2 filles, donc 4 sœurs. Ça fait beaucoup de boulot. Et donc, on va dire que moi, au moment de mes choix d'orientation professionnelle, mes parents étaient très occupés. Donc j'étais très facilement autodidacte, très jeune. Donc quand il a fallu choisir ma carrière, mes études, j'étais libre de choisir ce que je voulais. Et en fait, de continuer à penser que j'étais bon dans le design. Je voulais dessiner toute la journée. Je voulais pas faire du commerce, je voulais pas... Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe les parents avec le plus grand amour qu'ils ont pour eux, pour vos enfants, c'est de vous indiquer la meilleure voie qui va être la sécurité financière, pour que vous ayez un bon travail par rapport à leurs propres croyances. Donc on dévie nos enfants par moments sans vouloir
sans vouloir faire mal, mais on les dévie de la voie pour laquelle, intuitivement, ils sont encore connectés, qu'ils pourraient vite choisir. Puis le système éducatif fait la même chose par rapport aux notes, aux cases. On doit choisir notre voie en fonction du marché, de ce qui rapporte le mieux, là où il y aura plus de place. Après, nous avons une croyance qui va être en rapport avec le système de la société, que j'ai cité tout à l'heure, je ne vais pas réargumenter, mais le schéma de un travail, cotisé, crédit, enfant, retraite. Ça aussi, ça nous bloque, ça nous limite beaucoup. Parce que si on entreprend quelque chose et on fait un choix, ben on a peur d'échouer. Et ça, la peur de l'échec, elle est énorme dans vos choix. Peur de l'échec, qu'est-ce qui se passe si on échoue? Ben on a peur d'être rejeté. Toutes ces blessures, elles sont là, ces blessures émotionnelles. Et vous les avez certainement déjà vécues et elles se réaniment à ces moments-là. Donc, cette peur de l'échec, c'est un frein énorme. On a ce besoin d'approbation, ce besoin d'être accepté dans le groupe. Et quand on fait le choix d'entreprendre, ben souvent, on est seul au début. Seul parce que souvent, beaucoup de personnes qui sont encore dans leurs croyances vont douter et dire que c'est peut-être pas une bonne idée. Ça existe déjà. Après, vous avez la peur donc, du rejet qu'on a cité. Alors, je le laisserai à Christian tout à l'heure, la peur du manque d'argent. C'est un poids énorme dans l'entreprise, dans entreprendre une activité qui nous plaît. Et puis vous avez aussi, et une part importante, c'est cette croyance de cette confiance en soi, cette estime de soi. Elle est très importante quand on entreprend. Alors là, je vous ai listé tout ça. Et maintenant, la clé pour pouvoir dépasser ça, parce que si on ne les travaille pas, c'est très difficile de sentir ce bonheur et cet épanouissement. Parce qu'elles vont toujours être là, ces croyances et ces peurs, pour nous dévier. Puisque c'est le mental qui réagit. Le mental est là pour réagir pour notre sécurité. Le mental fait référence au passé ou au futur, surtout au passé. À ce qu'il a déjà vécu, donc il a une conclusion. Il va réagir rapidement. Votre mental se met en boucle et vous protège. Donc c'est important de faire un travail sur ces croyances, de s'en libérer. Si vous ne le faites pas, c'est vraiment difficile de toucher du doigt cette liberté et ce bonheur. Je l'ai fait. Ça a commencé par l'ouverture au monde spirituel, yoga, méditation, marche consciente, et puis après des outils un peu plus profonds. Par exemple, je vous en donne, il y en a plein. Chacun pourra choisir celui qui vous correspondra le mieux. Moi, ça a été la numérologie vibratoire, méthode canadienne. Cette numérologie m'a permis d'avoir une carte routière concrète et ludique par rapport à mon nom, mon prénom, ma date de naissance, le lieu de naissance, tout ça porté en moi, mis sur un papier où on me disait en gros quelque chose que je savais déjà. Ma carte routière, c'est-à-dire l'état des lieux de mes forces, de mes faiblesses que je devais équilibrer. Sur quoi travailler réellement? Sur mon sens, mon chemin de vie, on peut l'appeler, ou sa ressource et sa réalisation planétaire. Tout ça me donnait en fait une voie. Après, il a fallu quand même, une fois que j'ai cette carte routière, me mettre au travail. Et c'est pas la partie la plus facile, c'est souvent celle qu'on n'aime pas trop, c'est d'y aller. Il faut aller travailler sur soi, se rencontrer, comprendre comment on fonctionne, détruire toutes ces croyances que l'on a à l'intérieur de nous, se libérer, prendre connaissance de soi. Et grâce à ces outils thérapeutiques, j'ai entamé donc une thérapie profonde, une thérapie de 6 mois, où j'ai pleuré, j'ai fait des gros changements dans ma vie, et je me suis libérée de toutes ces croyances que j'avais. Parce qu'en fait, pendant que je faisais cette thérapie, il y a peut-être certains ici qui sont peut-être thérapeutes. Qui est thérapeute ou qui a un métier professionnel du bien-être? Ok. J'ai beaucoup de thérapeutes, puisque je suis, comme vous a dit Frédéric, certainement, je n'écoutais pas, j'étais au spa. Vous expliquez que j'accompagne principalement les thérapeutes à exprimer graphiquement leur force, leur vision de leur activité, se révéler professionnellement. Je rencontre beaucoup de thérapeutes qui ont comme un plafond de verre que j'ai moi-même senti à un moment donné. C'est-à-dire, je suis dans ma voie,
Ça y est, j'ai fait le pas, je suis sautée, c'est bon, j'ai fait quelque chose que j'aime. Mais ça, c'est un peu dur. On me dit, j'ai du mal à vivre tous les jours de ça, de m'alimenter, d'être serein. Pourtant, c'est ce que j'aime faire. Ce plafond de verre, là, il le touche du doigt et je l'ai touché. Je ne comprends pas. Je vois plus haut, je vois la voie vers quoi je tends. Je sais que je peux aller là-haut, mais j'y arrive pas. Et ça, c'est qu'à un moment donné, j'ai travaillé sur cette confiance en moi. C'est le manque d'estime de moi. Vous savez, cette voix-là, que vous avez à l'intérieur de vous, qui revient, on n'en a plus conscience. Mais dès que vous pensez là, à un projet qui vous tient à cœur, pensez à un projet qui vous tient à cœur, bah, cette petite voix revient et résonne. Oui, mais tu ne pourras pas y arriver, non, mais tu n'as pas les compétences, et puis de toute façon, on ne peut pas, et puis il y a le crédit, puis il y a ça, et puis non, puis qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Puis cette petite voix qui est là, là. Cette manque, il faut travailler sur cette confiance en soi. Alors une fois qu'on a dégrossi toute cette partie qui n'est pas drôle du tout, mais il faut y aller. Je vous promets que si vous faites ça, mais après c'est l'autoroute. C'est l'autoroute. Vous avez trouvé ce qui vous plaît, vous êtes libéré de vos croyances, vous êtes acteur de votre vie, ce n'est plus la faute des autres, c'est vous qui agissez sur vos choix. Et après, mais tout est OK. Alors on a fait ce travail d'outils thérapeutiques. Je vais prendre un peu d'eau. Alors arrive la question. OK. Bon, bah, j'ai pris cette décision, maintenant je fais quoi? Alors, cette question, elle est revenue souvent. Quand je discute avec des amis qui sont encore dans cette phase où ils ne sont pas bien dans leur travail, ils me disent après, OK, d'accord, c'est bien joli, mais je fais quoi? Je ne sais pas, moi, de pourquoi je suis bonne, je ne sais pas quoi faire. Et c'est là, en fait, que j'ai eu cette passion et cette envie de comprendre, techniquement, concrètement, comment j'ai réussi à trouver cette voie et à être dans cet état-là constant. Et puis, je me suis intéressée beaucoup, puisque la vie, elle fonctionne comme ça, on rencontre beaucoup de personnes qui sont le miroir et qui viennent vous alimenter ce que vous cherchez. J'ai lu énormément, beaucoup de livres, dont un qui m'a beaucoup inspiré, c'est celui qui s'appelle « Atteindre l'excellence » de Robert Greene, qui est un grand auteur. Vous pouvez lire ses livres, hein, ils sont super. Il a passé sa vie à faire des interviews et à comprendre une partie de ce que je vais vous transmettre aujourd'hui, comment des personnes ont réussi à atteindre l'excellence, à être bien du moins être bon dans ce qu'ils faisaient. Et donc, par exemple, il a étudié la vie de Darwin. Il a étudié la vie de Mozart. Puis des personnes beaucoup plus récentes. Et puis, il a essayé de comprendre ces étapes qu'ils avaient vécues. Et là, j'ai pris cette source-là, plus d'autres éléments, et j'ai essayé de faire une corrélation et de couper, de comprendre par rapport à mon chemin de vie et celui de certaines personnes qui sont autour de moi et qui vivent aussi ce bonheur. Donc là, aujourd'hui, je vais vous livrer cette recette. Je bois. Alors, vous allez me pardonner parce que la vie, c'est comme ça. Ce matin, j'ai cassé le saladier que je devais amener pour faire cette présentation. Alors, il a fallu que rapidement j'improvise. Alors, je vais vous demander d'y mettre de l'imagination. Je vais installer pendant ce temps-là. Alors, bon, on imagine que c'est un saladier, ok? Bon, j'ai fait, c'est très sommaire. Hein. Alors, ça. Donc, j'ai ramené des ingrédients. Alors, on va y mettre aussi de l'imagination dans ces ingrédients. Alors, on installe ce magnifique saladier. Et puis, on va commencer la préparation de cette recette avec la première phase de cette recette. C'est la phrase clé. C'est là où tout commence. C'est là où on va dire, est-ce que vraiment j'y vais? Qu'est-ce que je fais? Où j'en suis là dans ma vie? Alors, cette phrase clé est très simple. Notez-la si vous voulez, vous allez vous en rappeler, je pense. C'est que si demain, le monde existait sans argent,
Là, on n'avait pas besoin d'aller travailler, gagner de l'argent. Est-ce que vous continueriez à faire ce que vous faites gratuitement? Est-ce que vous continueriez à vous lever tous les matins et d'y aller si vous n'avez pas besoin de cet argent? Demain, vous êtes millionnaire, vous gagnez au loto. Vous êtes millionnaire, vous continuez à faire ce que vous faites? Alors déjà, cette phrase clé va répondre à beaucoup de choses. Savoir qu'est-ce que je vais faire maintenant. Alors, pour ceux qui ont dit non, catégoriquement, non, j'ai pas besoin d'argent, je vais pas m'embêter à me faire le dossier de Madame Carion sur le bureau tous les jours. Si vous me dites oui, déjà, vous avez fait la moitié du chemin. Mais par contre, souvent, on peut rencontrer des difficultés après de vivre l'abondance et l'épanouissement au quotidien, même si on a déjà choisi la voie dans laquelle on est, parce que peut-être, je dis bien peut-être, je n'ai pas la science, peut-être il vous manque quelques ingrédients que je vais vous citer. Alors c'est bon. Je crois que j'ai fait tomber quelque chose. Je crois que on a préparé donc notre magnifique saladier. On ne me critique pas. C'est un saladier, voilà. Il est beau. J'ai mis tout mon amour. Et puis j'ai mes ingrédients. Donc, je vais les poser ici. Hop. Voilà. Alors, au niveau du temps, ça va? Je vois plus rien. Alors ici, les ingrédients. Je vais commencer. Est-ce que vous allez quand même m'entendre? Si je pose le micro, ce sera plus simple pour moi. Vous me dites, ça va? Oui, je ne change pas grand-chose. Allez, je le pose. Alors, je prends ma fiche recette, vous me pardonnez. Premier ingrédient. Alors, celui-ci, on l'appelle l'inclination primale. L'inclination primale, c'est un gros mot, on va dire. Mais en gros, tout simplement, c'est cette petite fille de 12 ans que je vous ai exprimée tout à l'heure. C'est cet enfant que vous aviez quand vous étiez petit, qui avait cette capacité innée de savoir ce qui était bon pour lui. C'est ce qui vous animait profondément. Tout petit, il faut regarder ça. Et ça, Robert Greene l'exprime très bien dans son livre. C'est donc cette inclination primale. Charles Darwin l'avait trouvé. Greta, on va faire dans l'actualité, Greta Thunberg, la jeune petite Suédoise. Elle a cette inclination primale. Elle doit être entourée de parents qui lui laissent la possibilité de s'exprimer. Elle est déjà dans sa voix, on le sent, cet enfant. Cette inclination primale, il faut la reconnecter, il faut la retrouver. Alors, prenez le temps de repenser à ce que vous faisiez quand vous étiez petit, les jeux que vous aviez toute seule. Concrètement, réfléchissez. Et là, par exemple, alors, si vous aimiez jouer aux pompiers, je ne vous demande pas d'avoir une carrière de pompier à 40 ans. Pas du tout. Par contre, regardez, qu'est-ce que vous aimiez dans ce jeu de pompier? C'est quoi qui vous plaisait? Venir aider l'autre. Sauver l'autre. Avoir peut-être le fait... il faut regarder, il faut être comme un enquêteur, chercher. Quand j'étais petite, j'avais cette capacité d'entreprendre sans avoir peur. De créer. J'aime mettre du sens. J'ai besoin de la matière, j'aime créer, c'est la créativité, ça me nourrit. Alors, ok, premier ingrédient. Deuxième ingrédient, c'est la qualité d'être. La qualité d'être, celui-là, est très important. Il faut en prendre conscience et des fois, c'est difficile, on l'a oublié. Alors regardez autour de vous, les proches, les miroirs que vous avez, vous disent par exemple, tu es quelqu'un de très empathique, tu comprends facilement l'autre, tu es quelqu'un de très ouvert, ou tu es quelqu'un qui analyse facilement les situations, tu es quelqu'un de très organisé. Tout ça, ce sont des qualités d'être profondes sur lesquelles il faut vous appuyer et absolument mettre dans la recette. Troisième ingrédient, qui est souvent celui qu'on oublie parce qu'on a eu des expériences difficiles, c'est l'apprentissage. Cette étape de vie souvent longue et laborieuse, la phase d'apprentissage. C'est là où vous avez acquis des connaissances
par des tâches qui vous animaient beaucoup moins et que à la fin vous avez eu cette lassitude, cette dépression, ce manque d'enthousiasme. Mais cette phase d'apprentissage est super importante. Vous avez acquis des connaissances, de l'expérience. C'est ça qui va nourrir aussi ce que vous allez pouvoir faire maintenant. Alors, je donne un exemple. Christian qui est dans la salle, je pense que certainement sa phase d'apprentissage, tu me diras si je me trompe, a été certainement ton expérience de vie en tant que banquier suisse, c'est bien ça? Oui. Et qui maintenant est complètement aligné dans ce qu'il fait, qui doit sentir certainement cette joie profonde au quotidien dans ce qu'il fait. Cette phase d'apprentissage est primordiale, est importante. J'en rencontre beaucoup de thérapeutes qui se sont reconvertis parce qu'ils étaient dans le milieu médical et me disent non, moi, je veux pas mettre ça en avance, puis alors, franchement, tu te rends pas compte, ce que j'ai fait un burn-out, puis je suis plus d'accord avec ça. Et là, au contraire, qu'est-ce que vous avez appris de cette étape-là de vie? Qu'est-ce que vous avez appris? Il faut la mettre dans la recette. Alors on y va, on y met, on regarde. Et puis après, un autre ingrédient important, ça va être la valeur ajoutée. La valeur ajoutée est difficile des fois à percevoir, encore une fois, elle se cache bien, c'est votre expertise. Elle vient à la fin. C'est de se rendre compte dans quoi vraiment on est bon. On a compris plus ou moins le cheminement. Mais il faut affirmer son expertise. Dans quoi son cœur d'activité, dans quoi on est vraiment bon. Exemple concret, mon expertise, c'est que j'ai une grande connaissance, de par mon enfance, de par mes recherches, du monde spirituel et énergétique. J'ai fait le choix d'être dans une expertise auprès des personnes que j'avais envie de côtoyer tous les jours dans mon travail. J'ai choisi ce secteur d'activité des thérapeutes, des professionnels du bien-être. On m'a dit, mais t'es folle, je te mets une balle dans le pied, comment tu vas vivre? T'es designer, tu pourrais faire tout pour n'importe quelle société. Mais j'étais convaincue qu'au fond de moi, j'en avais marre de me confronter à des personnes avec un ego surdimensionné qui m'utilisaient ma créativité et puis que je devais obéir. Alors j'ai choisi de partager mon temps avec des personnes qui m'animent profondément, avec qui je partage le sens de la vie, des valeurs. D'ailleurs, vous remarquerez que le spécialiste, toujours mieux rémunéré que le généraliste. Le spécialiste, on a toujours plus confiance en un spécialiste que qu'en un médecin généraliste. Alors, une autre partie importante de cet ingrédient, de ces ingrédients-là, ça va être, comme je vous l'ai cité tout à l'heure, les outils thérapeutiques. Alors, vous pouvez y aller, il en existe plein. Mais ça, il faut y mettre. Il faut y aller pour se libérer de ses croyances. Faire un travail sur soi, se rencontrer. Cette partie-là est vraiment primordiale. C'est ce qui va permettre de prendre, de se libérer. Alors, EMDR, EFT, hypnose, numérologie, thérapie, il y en a plein d'autres, il y en a plein. Donc, allez-y, cherchez, expérimentez. Et puis, dernier ingrédient que j'aime bien, c'est la pensée positive. Alors, celle-ci, il faut y aller. Tout le long du chemin. À fond la pensée positive. Sans pensée positive, vous allez rencontrer par moments des oui-dire, des non, pourquoi. Et ça va vous déstabiliser. Ça va vous mettre dans un élan de négativité. Attention. Si on ne croit pas en soi et en son projet, on exprimera ça, même sans les mots. Parce que l'on est, par nos vibrations, plus concrètement, par notre posture quand on s'exprime, par les mots qu'on va employer. On va employer des mots tièdes. On va y aller par parcimonie, à tâtons. Comment voulez-vous qu'en face, la personne soit convaincue de ce que vous voulez vraiment faire, qui vous prend ici? La pensée positive, la pensée créatrice. La pensée est créatrice. Ce que vous pensez, vous allez créer. Donc, pensez négatif, vous amenez le négatif à vous. Alors, tant qu'à faire, pensons positif. Un exercice que je fais avec les personnes que j'accompagne vers cette réalisation profonde de son être, c'est de pouvoir penser que tout est possible. Tout est possible. Ouais, tout est possible, tout est réalisable. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous allez me dire, bah non, si je veux être président, reine d'Angleterre, et oui, mais il y a tous les ingrédients à faire. Tout ça, c'est ensemble.
Si vous êtes, c'est votre valeur ajoutée, c'est votre qualité d'être, c'est votre inclination primale quand vous étiez enfant, que tout ça associé, c'est d'être la reine d'Angleterre, la voie va être ouverte. On va vous amener les synchronicités des choses. Donc tout est possible. Pensez grand. Amusez-vous à vous dire, peu importe ce que pensent les autres, là demain, si j'ai les possibilités, les moyens, la formation, j'ai tout. Là, j'ai plus cette peur de qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que j'aimerais faire. Osez rêver, osez penser. Et puis, une fois qu'on a tous ces ingrédients, on mélange. Alors là, on y va. On mélange le gâteau. Et alors cette phase-là, on me l'a dit ce midi, c'est une phase qui prend du temps, qui est longue. Il faut y aller, il faut prendre le temps de regarder tout ça, de trouver la bonne mixture, le bon mélange, tout assimiler, tout mettre ensemble. Une fois que le mélange est fait, nous allons passer à l'étape de cuisson. Vous allez me dire, oui, l'étape de cuisson, il n'y a pas de four, hein. On l'imagine. L'étape de cuisson se passe en 2 étapes. Première étape, le pouvoir de synchronicité. Et oui, la synchronicité est réelle. C'est très fort. C'est aux portes de la magie. Vous êtes dans votre voie, vous avez décidé, vous avez trouvé cette idée, vous commencez à entreprendre, à vous mettre en mouvement. On vous apporte sur un plateau la voie, les moments, les rencontres, les expériences. On vous dit, ça y est, vas-y, là, maintenant. Alors on a toujours le choix. Et c'est là où les peurs encore sont réactivées. Donc si on ne fait pas ce travail que je vous ai cité, cette étape-là, ça ne prend pas. Donc, la synchronicité est énorme. Énorme. Autre étape importante. Alors ce qui est important aussi dans la recette, c'est de regarder le thermostat. Regardez comment ça prend la cuisson. Le thermostat, tout au long de cette voie-là, de cette cuisson, est important. Le thermostat, tout simplement, c'est l'indicateur de votre cœur. Dans les choix qu'on va vous faire, les rencontres que vous allez avoir par la synchronicité, vous allez sentir par vous-même ce qu'il faut faire. J'y vais ou j'y vais pas. C'est bon pour moi, c'est pas bon pour moi. C'est aligné avec ce que je dois faire ou pas. C'est là, votre cœur. Vous vous connectez les 3 premières secondes d'une rencontre que vous avez avec une personne qui vous fait une proposition. Pam, le cœur. Qu'est-ce que j'ai senti là en 3 secondes? J'ai senti une rétractation, ou je me suis dit, un frisson, ou j'ai senti une ouverture du cœur. Ouais. Il faut se fier à ça, parce qu'après, les 3 secondes, il y a le mental qui agit. Et là, le mental, allez-y. Ah oui, non, mais attention, parce que si tu fais ça, alors financièrement, puis la concurrence, tu t'imagines, si lui, tu lui dis ça, mais comment il va faire? Il va se servir de toi, puis voilà. Il faut y aller. Alors, ce thermostat est important. Le cœur et les tripes. Quand vous parlez de votre projet, ça vous prend là. Vous êtes passionné, ça vous prend aux tripes. Donc ça, c'est le thermostat. Ensuite, nous avons une étape super importante dans la cuisson. La seconde étape, que là on déteste tous à un moment donné, c'est le saut de l'ange. Je l'appelle le saut de l'ange parce que je vous le promets, c'est vraiment cette sensation-là. Quand à un moment donné, vous avez fait la recette, vous avez les synchronicités, à un moment donné, il faut y aller. Il faut sauter. Et là, on est devant le vide, et puis là on se dit, non, on va peut-être pas y aller. Ouais, je suis pas prête. Non mais attends, parce que là, et les peurs reviennent. Donc là, on est devant le vide. Moi aussi, j'ai eu combien de fois les jambes qui tremblent. Et je me dis non. Bon, allez, il faut y aller. Et là, le saut de l'ange, je vais être honnête avec vous. Je le vis aujourd'hui avec vous, face à vous. Aujourd'hui, c'est encore une fois pour moi, mon saut de l'ange. Cette conférence, je l'ai rêvée, préparée, travaillée. À un moment donné, la synchronicité a été faite. Il y a plus de 6 mois, Frédéric arrive chez moi pour que je l'accompagne dans sa com. Ouais, j'ai un projet, j'ai 5 super conférenciers, tu vas voir, c'est sur cette thématique-là. Moi, je n'avais pas encore écrit la conférence, c'était loin de ma tête. Il me dit, t'interviendras? Pardon? Si, je sais que c'est bon, tu vas faire la conférence sur créer sa vie. Je lui dis, non, mais ça va pas, Frédéric. Donc là, synchronicité. Et là, maintenant, aujourd'hui, je fais le saut de l'ange avec vous, face à vous. Alors, ça ne sera pas parfait, je le sais. Mais alors, j'en prends un plaisir.
Ça me prend aux tripes, c'est mon cœur qui parle. Peu importe si je suis ridicule, si c'est pas parfait, si c'est nul, j'y vais parce que c'est par l'expérience qu'on y arrive. Si vous ne faites pas le saut de l'ange, on n'y va pas. Il faut y aller, il faut sauter dans le vide. Et ça, je l'ai eu. Concrètement, je l'ai vécu. Pendant de nombreuses années, le saut de l'ange, je l'ai fait. On peut y aller, à me lancer, à partir, à 8000 km de ma famille, enceinte, femme, arriver dans un pays du tiers-monde, à dire bah, allez, je vais ouvrir un restaurant, un hôtel, je laisse ma carrière professionnelle de côté, peu m'importe. Mes parents étaient super heureux. Je leur annonce que je suis enceinte et que je me barre à l'autre bout du monde. Le saut de l'ange, j'y suis allée. Surtout quand on m'a annoncé, enceinte, qu'il n'y avait pas de péridurale. Alors là, cette expérience était un peu difficile. Le choc des cultures. Donc là, le saut de l'ange, je l'ai expérimenté tellement de fois que j'arrive maintenant à en prendre du plaisir. Concrètement, physiquement, je l'ai vécu au Brésil. Il y a quelques mois, je suis partie donc 3 semaines à Rio, sac à dos avec ma petite sœur et tout, on part. Super idée de ma sœur, Parapente. Oh, génial, moi qui ai le vertige. Parapente au-dessus de Rio, ouais. Et là, je me suis dit, ok, quand j'y suis allée, j'étais devant le vide là, avec un mec qui me parle en anglais, portugais, je comprenais rien. Puis alors là-bas, les normes de sécurité ne sont pas les mêmes qu'en Europe. À vrai dire, la formation avant de sauter, c'est aléatoire. Alors je suis là, dans le vide, puis le mec il m'a mis les harnais, puis l'autre il hurle, Et en fait, j'avais expérimenté là une confiance dans la vie, la pensée positive. Tout est juste. Si je suis là, prêt à sauter dans ce vide là à 3 mètres, il ne va rien m'arriver. Ça va être que du bonheur. Pourtant j'ai le vertige. J'avais juste envie de sauter. J'étais là, j'ai dit, oh, mais j'ai trop de la chance, mais c'est une fois dans ma vie. Je vais sauter au-dessus de Rio. Et là, le mec, il m'arnache et tout, et il me fait « Run, 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 run !» Et là, me voilà partie pour sauter dans le vide, et j'ai kiffé. Du début à la fin, j'ai pas eu cette crise d'angoisse, cette peur qui nous prend aux tripes, parce que j'ai confiance en la vie. J'ai fait ce travail sur ces croyances limitantes qui se réactivent à chaque fois. Juste, petite intervention qui n'était pas prévue, et vous voyez les expériences de la vie, les rencontres. J'adore ça. J'ai pas l'air comme ça quand je suis avec du monde, mais j'écoute chaque conversation. Ce monsieur qui est juste derrière m'a très gentiment dit, m'a donné une citation, j'ai pas tout noté, mais que j'aimerais que vous partagiez avec nous aujourd'hui parce que je trouve que cette citation exprime un peu ce que je suis en train de vous dire. C'était quoi? C'était Shadok. Sur la mort. Oui, Shadok. Le Shadok. C'est pas du tout ma génération, donc j'en ai pas, mais elle était très sympa. Shadok, en fait, il y a des pensées philosophiques et il y en a une, c'est quand tu sais pas où tu veux aller, vas-y vite fait parce que comme ça tu sauras. En gros, c'est ça. Celle-ci, voilà. Et Et donc, j'ai je trouvé. l'ai utilisé pour moi. Et donc, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Donc, je suis allé et j'ai fait. Et ça marche. Voilà. Et cette expression, je l'ai trouvée superbe. C'est pas ma génération. Quand il me l'a dit, j'ai dit waouh, ok, je vais pas m'en souvenir. Je vais pas m'en souvenir, il faut que je la prépare. Donc je vais pas t'emmener à chaque fois que je vais faire une conférence. Ouais, non, mais c'est à voir parce que c'était diffusé à la télé Ouais. aux C'est grandes ma heures d'écoute. génération, les Shadok Et c'était français. vachement intéressant. Eh ben, je vais. Docteur Paul Bing, Regardez ça. il y avait d'autres trucs aussi qui étaient assez. Voilà. Donc il faut y aller à un moment donné et allez-y vite. Laissez pas le mental vous rattraper. Et puis là, on va dire que la cuisson a pris, etc., que ça y est, ça commence à se matérialiser, la vie, ça prend, ça monte. Puis là, à un moment donné, on se dit que, en fin de compte, la magie de la vie opère. Et c'est là que vous savourez votre vie. Vous avez la possibilité de la savourer. Et attention, c'est pas fini. Si vous avez fait de toute cette création, tous ces ingrédients, que ça a pris forme, il faut continuer à chaque fois, après que vous soyez sur cette route de l'épanouissement et de l'abondance, d'y ajouter, de l'enrichir, de la faire évoluer. Toujours rester en mouvement. Si vous devez retenir quelque chose de cette conférence, c'est rester en mouvement. Nous sommes tous mouvement, cycle. Nous sommes connectés à la nature. Il faut rester en mouvement. Donc enrichissez. Vous avez trouvé votre voie de thérapie?
Cherchez à l'enrichir, cherchez ça. Et surtout, votre valeur ajoutée est importante. L'expertise. Savoir nommer vraiment votre cœur d'activité. C'est quoi qui vous différencie? Cette chose unique que vous avez en vous, il faut l'exprimer. Alors maintenant, pour finir cette conférence, mot de la fin, je vais vous rassurer en fait. Non, le seul obstacle qui vous reste aujourd'hui, c'est vous-même et votre mental. Mais je vous rassure, le saut de l'ange, vous l'avez déjà fait. Vous êtes ici, aujourd'hui, avec nous, et je vous remercie pour ça.